engagés dans la rénovation énergétique et l'accompagnement des ménages en grande précarité. Euh, donc, à l'initiative, il s'agit de Stop Exclusion énergétique, dont Corentin Toumazeau, ici présent, est le directeur de formation. Et moi-même, je représente le chef de projet chez Doremi, en charge de la mise en œuvre de ce parcours de formation. Voilà. Donc, Doremi, en quelques mots, donc on a une société qui faisant promotion des rénovations énergétiques performantes sur le territoire français et on accompagne par différents axes la montée en puissance des acteurs du secteur. Et notamment, c'est dans ce cadre que nous avons participé à l'élaboration et à la mise en œuvre de ce parcours de formation. On peut passer à la diapo suivante. Au programme de ce webinaire, donc Corentin Toumazeau, qui est directeur de formation chez Stop à Exclusion énergétique, vous présentera plus en détail le métier d'accompagnateur d'ensemblier solidaire. Il vous parlera aussi du programme TZ2. On enchaînera avec un témoignage de Jérémy Perrault, qui est opérateur ANA chez Amécosphère et qui est aussi un ancien élève de la formation ensemblier solidaire de Doremi. Mathieu vous présentera plus en détail la formation que l'on propose chez Doremi. Et puis, comme je vous le disais au début de ce webinaire, on prendra un temps à la fin pour répondre à toutes vos questions, que ce soit pour Jérémy, Mathieu ou Corentin. Voilà, donc l'objectif est de tenir en 45 minutes pour vous libérer à 13 h. Bonjour à tous. Du coup, je suis Corentin Toumazeau, je suis directeur de la formation et du développement de compétences chez Stop Exclusion énergétique. Stop Exclusion énergétique, c'est qui? C'est quoi? C'est une association qui a pour but de lutter contre la précarité énergétique. L'idée, c'est quoi? C'est différents membres, organisations, associations, financeurs se sont regroupés pour lutter contre cette précarité énergétique et se dire que chacun avait un bout de la solution pour apporter des solutions en matière d'habitat pour les plus fragiles, pour les plus précaires. Donc, on est voilà une association avec 68 membres partout en France qui portent cette cause de lutte contre la précarité énergétique. Dans cette association, on a différentes dimensions. On a une dimension territoriale qui a pour but d'éradiquer la précarité énergétique sur certains territoires cibles. Et on a aussi une dimension d'institut. Alors l'institut, quand on entend par là, une dimension de sensibilisation, de formation et d'innovation. Et dans cette idée, l'enjeu, c'est de pouvoir développer des compétences sur l'ensemble des acteurs de l'habitat pour lutter contre cette précarité énergétique, outiller, permettre aussi d'animer des réseaux d'expertise avec des écosystèmes qui gravitent autour du champ de l'habitat, du champ du social, du champ bancaire, ces différents champs qui ne se parlent pas forcément aujourd'hui dans nos écosystèmes. Et puis une dimension aussi d'innovation et de valorisation des actions qui peuvent se réaliser sur les territoires. On a une dimension de trophée là qui vient de sortir. Je vous invite à regarder cette dimension événementielle d'innovation autour de l'habitat, d'actions qui sont présentes dans les territoires. Et donc l'idée, c'est vraiment de porter collectivement l'enjeu de solutions autour de l'habitat pour les plus fragiles, pour les plus précaires. Et évidemment, là, en ce moment, vu le contexte, je crois que cette dimension de développement de compétences autour de différents acteurs est encore plus mise en avant. En tout cas, c'est la cause qu'on a envie de porter collectivement dans l'association Stop Exclusion énergétique.
Dans cette cause, Stop Exclusion Énergétique, avec l'ensemble de ses partenaires, l'ensemble de ses membres, porte un référentiel métier qu'on a appelé accompagnateur ensemblier solidaire. Heu, L'idée, c'est quoi? C'est de se dire que on a effectivement des techniciens autour de l'habitat, mais il y a d'autres compétences qui doivent être portées auprès, de différents acteurs, des artisans, des bénévoles, des travailleurs sociaux, des élus et cetera, pour porter ensemble, la dimension de lutte, contre la précarité énergétique. Et l'idée, c'est quoi? C'est de pouvoir porter un référentiel 360 qui porte une différents sujets de compétences pour pouvoir amener les acteurs à développer des compétences sur des manques qu'ils auraient. Exemple, les travailleurs sociaux, peut-être une dimension technique qu'ils n'ont pas forcément dans leur parcours de formation initiale ou dans leurs expériences. Peut-être que bah, du coup, les techniciens de l'habitat, le manque sera autour du sujet social ou du sujet de communauté de partenaires. L'enjeu, c'est de faire vivre ce référentiel de compétences par une approche modulaire, des modules vraiment présentiels sur une journée, sur 2 jours, sur 3 jours, des modules à distance, mais aussi une dimension peut-être un petit peu plus longue de formation qui est du coup la formation accompagnateur ensemblier solidaire 105 heures, qui est portée par Dorémy et que Mathieu va vous présenter aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir Jérémy, comme je disais, qui est un ancien élève de la formation Ensemblier solidaire de Dorémy. Donc il est là pour vous partager son retour d'expérience, son éclairage en toute transparence. Donc peut-être pour commencer, Jérémy, est-ce que tu peux te présenter? Merci Sophie, bonjour à toutes et à tous. Donc Jérémy Perrault, je suis opérateur ANA sur ma structure Amécosphère, donc opérateur ANA, donc j'accompagne les particuliers dans leur projet de rénovation énergétique ou plus généralement projet de rénovation, je dirais, global. Avant ça, peut-être pour faire un peu la transition avec la formation Ensemblier solidaire, j'ai été pendant 15 ans conseiller France Rénov et puis j'ai décidé forcément de monter ma propre structure pour passer, je dirais, un petit peu du côté obscur de la force, du côté opérationnel de la mission. Et donc, suite à ça, j'ai dû forcément monter en compétences. Donc, sur les aspects techniques, renforcer un petit peu mes acquis au niveau technique, administratif et financier. Et sur la dimension sociale, c'est souvent ça qui peut pêcher sur certains, je dirais, opérateurs, je dirais, ANA ou nouveaux opérateurs ANA. Et donc, j'ai cherché pas mal de formations et je suis tombé sur cette formation Ensemblier solidaire qui, à ce jour, à ma connaissance, est quasiment la seule qui propose justement de s'outiller pour pouvoir accompagner les particuliers en précarité énergétique dans les logements dégradés. Et du coup, qu'est-ce que tu dirais sur la formation? Qu'est-ce qu'elle a pu t'apporter de façon complémentaire à ton expérience passée? Qu'est-ce que tu as appris et qu'est-ce qui a fait la différence dans cette formation? Clairement, c'est ce que j'ai un petit peu d'évoquer, c'est vraiment d'aller chercher une compétence aussi, une dimension. Alors pour ma part sociale, on va un petit peu, comme disait Corentin, balayer toutes les compétences nécessaires à une mission d'accompagnement la plus pertinente possible. Et voilà, le but, c'est d'avoir toutes ces compétences-là et surtout, je dirais, qu'elles soient complètement complémentaires, justement. Donc on va vraiment avoir une vision globale de l'accompagnement sur toutes ces dimensions. Ok. Est-ce que tu peux nous parler des profils de tes collègues qui étaient également stagiaires avec toi? Est-ce que les profils étaient différents? Alors, sur ma promotion, moi, c'était en janvier de cette année. En termes de stagiaires, on avait plutôt un groupe assez hétérogène. Alors, principalement, on était des opérateurs ANA. Il y avait également des travailleurs sociaux parce qu'on va avoir dans cette formation-là qu'on peut accompagner soit nous-mêmes sur toutes ces thématiques-là, mais comme c'est assez complexe, il peut y avoir aussi des binômes, voire des trinômes sur ces différents éléments. Donc, il y avait aussi des travailleurs sociaux, il y avait des aspects plutôt techniques et on avait eu aussi quelques personnes qui n'avaient pas forcément de compétences à la base sur la thermique du bâtiment. Pour certaines d'entre elles qui ont réussi à s'accrocher
et à récupérer le wagon pour pouvoir vraiment bien suivre la formation. Et d'autres, là, pour le coup, c'était un peu trop ambitieux, qui n'ont pas réussi voilà, à aller jusqu'au bout. Donc, le profil, hein, comme peut-être le disait aussi Corentin, je dirais le profil type, c'est d'avoir au moins à minima, dans l'idéal, une compétence, que ce soit technique, administrative, financière ou sociale, pour pouvoir raccrocher le wagon. Ou alors, si vraiment on n'a pas ces compétences-là, c'est d'être vraiment très motivé pour vraiment pouvoir suivre pleinement cette formation. Donc des profils ultra différents qui viennent à la fois techniques, à la fois sociales, ou parfois des reconversions qui arrivent à s'accrocher et qui arrivent à aller au bout. Tout à fait, c'est ce qui a fait aussi la richesse de la formation, donc de pouvoir aussi échanger sur nos différentes pratiques. Et ça a été à la fois aussi riche d'avoir ces profils hétérogènes pour aussi échanger et sur nos pratiques. Mhm. Est-ce que tu as en tête des outils qui t'ont particulièrement aidé au quotidien après la formation que tu as appris? Alors, beaucoup d'échanges, justement, je parlais de pratique, hein, beaucoup d'échanges entre stagiaires sur un petit peu les outils qu'on utilisait, notamment, je pense à mon devis sans oubli. Donc, c'est un outil qui permet de vérifier, de checker si les devis sont corrects au niveau administratif, mais aussi au niveau technique. Des outils un petit peu en ligne comme Ubacus, qui permet aussi de vérifier la composition d'une paroi et si ça ne crée pas de désordre a posteriori au niveau de la migration de la vapeur d'eau. Des outils aussi, forcément, complémentaires, et notamment, je pense aux grilles de dégradation. Donc là, comment utiliser une grille de dégradation, la grille d'indécence, la grille d'insalubrité. Donc voilà, ce sont ces outils-là qu'on va pouvoir utiliser, nous, au quotidien, pour définir, pour identifier des situations et surtout de voir comment est-ce qu'on les remplit lors de cette formation. Donc, pas mal d'outils pratico-pratiques qui aident au Exactement. quotidien, donc c'est chouette. Et si on parle de l'après-formation, qu'est-ce que tu en retires? Est-ce que tu as des exemples très concrets d'accompagnement que tu as pu mener à la suite de cette formation? Alors, pour ma part, donc moi, j'étais venu sur cette formation-là pour acquérir ces compétences, notamment sur le champ social, donc pour pouvoir accompagner les ménages en situation de précarité. Donc forcément, ça nous permet, nous, de vulgariser, d'avoir des outils, justement, d'être outillés pour pouvoir les accompagner, et également pour obtenir l'agrément MaPrimeLogement décent, pour pouvoir accompagner justement ce type de ménage-là. Surtout au niveau de la conjoncture, Corentin aussi le rappelait, sur ces dispositifs-là, même si MaPrimeRénov', pour ceux qui sont un petit peu, je dirais, dans le milieu, c'est un petit peu compliqué en ce moment en termes de dossiers à monter. Par contre, MaPrimeLogement décent, là, c'est toujours ouvert au dispositif ANA. Donc, ça permet de continuer à accompagner les ménages, donc d'avoir l'agrément pour les accompagner et d'avoir surtout les cofinancements, notamment avec Stop, TZEE et Ensemblier Solidaire. Donc, ça m'a permis vraiment d'avoir les outils, les arguments pour pouvoir soit accompagner les ménages en difficulté, soit les réorienter dans certains cas de figure. Voilà, ça permet d'avoir justement une vision globale de l'écosystème et de pouvoir, je dirais, arbitrer en fonction de nos pratiques. Ok, très clair. Et est-ce que vous avez gardé contact avec les collègues de la formation? Est-ce que vous avez créé peut-être un groupe d'échange à la suite? On a en effet créé un petit groupe WhatsApp où là, on se donne des nouvelles de temps en temps. Puis si on a des questions un petit peu sur l'actualité, on essaye d'y répondre. Donc voilà, on continue justement à échanger sur l'actualité, sur des questions pour lesquelles on n'a pas eu les réponses, ou plutôt la réglementation a évolué parce que c'est très très volatile. Donc voilà, on essaie de se tenir un petit peu au courant par rapport à l'actualité, puis aux différentes pratiques et outils de chacun. Ok, très clair. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter? Pour ma part, j'ai fait un petit peu le tour. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas pour approfondir sur certains sujets par rapport à la formation. Exactement, n'hésitez pas à préparer vos questions et puis on prendra le temps d'y répondre à la fin. Ok, moi je vous propose de poursuivre avec Mathieu qui va vous détailler notre formation.
Voilà, donc concernant cette formation, donc je rappelle qu'il a été monté en consortium avec plusieurs acteurs, chacun spécialisé dans son domaine de compétences. Donc ce qui fait la richesse un peu de cette formation, c'est d'avoir des spécialistes à tous les niveaux. Alors, au niveau des objectifs pédagogiques, c'est d'être en capacité pour ces accompagnateurs de qualifier les bénéficiaires sur une réponse d'accompagnement, voilà, de bien identifier, de bien voir ce qu'on pourra leur apporter. Et une fois qu'on a qualifié ces ménages, eh bien, c'est de mettre en place tout un dispositif organisationnel sur les plans social, technique, administratif et financier, comme mes collègues ont pu déjà évoquer précédemment. Donc, une fois que ce plan d'action a été défini, il va falloir mobiliser les différents financements. Donc, voilà. Et ensuite, une fois que les financements sont présents, eh bien, mettre en œuvre ce fameux plan d'action, donc de rénovation énergétique du bâtiment, voire parfois un peu plus, parce qu'on a des questions d'insalubrité liées à des rentrées d'humidité, des choses comme ça. Voilà. Donc, il faut remettre le logement pour qu'il soit décent. Et enfin, dernier objectif, c'est aussi d'accompagner le public pour la prise en main de son nouveau logement où il peut y avoir des modifications. Et donc, du coup, je pense par exemple à des systèmes de ventilation, des choses comme ça, et qu'ils soient informés sur les modes d'usage. Voilà en ce qui concerne les objectifs pédagogiques. Alors, concernant cette formation, à proprement parler, elle est organisée en différents modules. Il y en a 12 au total. Voilà. Et de différentes durées, hein, entre 1 et 3 jours, même une demi-journée pour certains. Voilà. La durée totale de la formation est de 105 heures, soit 15 jours de 7 heures. Et le dispositif que nous avons prévu pour pouvoir suivre cette formation, puisqu'elle s'adresse principalement à des personnes qui sont en activité professionnelle ou en reconversion, on l'a étalé sur le temps à raison d'une semaine par mois pendant 4 mois. Donc, ça fait 4 semaines de formation. Et pour les personnes qui viendraient un peu de plus loin, la formation démarre généralement le lundi en début d'après-midi et se termine le vendredi en fin de matinée afin de faciliter les déplacements des apprenants. Si maintenant on zoome un petit peu sur les différents composantes de cette formation et notamment le contenu des différents modules. Alors, on a un premier bloc que nous avons autour de l'identification, hein, la qualification des bénéficiaires et comment on peut mettre en place un accompagnement spécifique car chaque ménage a des particularités et il va falloir s'adapter. Donc, là-dedans, on a les 2 premiers modules. Le premier, c'est l'identification des propriétaires et leurs spécificités. Voilà. Et le deuxième module, c'est vraiment la mise en place d'un parcours d'accompagnement renforcé, hein, c'est le côté MAR+, voilà, vraiment pour prendre en considération les différents paramètres, dans la mesure où, quand on accompagne un ménage qui a les capacités de s'organiser, etc., c'est beaucoup plus simple que quand on a affaire à des ménages qui sont parfois tellement démunis qu'ils n'osent même pas forcément demander de l'aide, voilà, qui ne savent pas forcément comment formuler les choses et qui ont des grosses difficultés à organiser
cette opération. Donc, d'où le deuxième bloc sur l'organisation. L'accompagnateur est en charge de mettre un dispositif en place pour vraiment faire en sorte que tout se passe bien et qu'on arrive à sortir ces ménages de la précarité. Dans ce bloc, on va trouver déjà un premier module sur le diagnostic social, administratif et financier, de bien connaître le ménage, la spécificité de ce ménage, ainsi que le bâti, c'est-à-dire un diagnostic technique du bâtiment, de l'état des lieux du bâtiment, pour voir les différentes améliorations à apporter. Et enfin, le module 6, qui est sur déjà des pistes de solutions techniques sur la manière de rénover ce bâtiment de manière performante, c'est-à-dire que l'idée, c'est qu'une fois les travaux réalisés, on ne revienne pas dessus et qu'on ait réellement une baisse conséquente des consommations énergétiques et donc du coût du chauffage. Mais il peut y avoir aussi d'autres travaux qui seront prévus, notamment liés à des fuites de l'humidité, de la moisissure, etc., etc. Voilà pour l'organisation. Sur la partie 3, le financier, on a 2 modules. Donc là, le conseil en orientation, donc c'est vraiment d'accompagner sur les différents dispositifs financiers, etc. Et le module 9 qui consiste à faire un montage financier pour sécuriser, pour permettre la réalisation de ce bouquet de travaux qui permettra de rendre ce logement digne à nouveau. Voilà. Concernant le bloc 4 sur la réalisation, donc là, c'est une fois qu'on a fait le cahier des charges, il va falloir trouver des entreprises en capacité de réaliser ces travaux et donc d'analyser les devis, faire en sorte s'assurer que ceux-ci respectent bien tous les critères administratifs liés aux aides de l'État et autres dispositifs, de manière à ce que le ménage puisse bien bénéficier de cette aide. Je pense à un exemple, s'assurer que l'entreprise a bien le label RGE, par exemple. Il y en a plein d'autres. Voilà, sur les épaisseurs d'isolant, etc., qui permettront de débloquer les aides. Ensuite, on a toute une démarche d'auto-habilitation accompagnée dans la mesure où les ménages peuvent parfois, dans la mesure de leur capacité, prendre en charge certains travaux ou certaines opérations. Donc là, on a un module qui est animé par les compagnons bâtisseurs, qui est vraiment spécialisé là-dedans, pour pouvoir aider les ménages à en faire une partie par eux-mêmes. Et puis ensuite, on a aussi la préparation du chantier, toute l'organisation préparatoire du chantier et tout le suivi de chantier pour s'assurer d'une bonne planification, que les artisans soient là au bon moment et surtout de contrôler la qualité des réalisations pour, in fine, obtenir le niveau de performance souhaité. Et enfin, le dernier module, le module 12, c'est d'accompagner le ménage dans la prise en main de son logement rénové et de s'assurer qu'il est en capacité de piloter ce nouveau logement. Je prends par exemple, si on a installé un système de ventilation, qu'il sache s'en servir convenablement pour obtenir la performance adéquate. Voilà en gros ce qu'on peut dire sur ce parcours de formation. Et donc, je rappelle, ce parcours a été élaboré par un consortium d'organisations dont Stop Exclusion Énergétique, qui est le pilote, lui, il va animer les 2 premiers modules sur de quoi parlons-nous. Ensuite,
réseau Éco-Habitat va travailler davantage sur les côtés diagnostic social, diagnostic technique du bâti et également sur tous les aspects consolidation des financements pour réaliser cette opération. Les compagnons bâtisseurs qui vont travailler en gros sur la partie autoréhabilitation assistée et la préparation du chantier. Et enfin, Dorémy qui, lui, interviendra sur les aspects techniques, c'est-à-dire s'assurer des niveaux de performance du bâti et de la mise en œuvre dans les règles de l'art sur le chantier. Voilà ce que je peux dire sur le contenu de cette formation qui vous attend si jamais vous venez la suivre. Alors, comme suite, à qui s'adresse ce parcours de formation? Donc, comme on a évoqué Jérémy, il est recommandé que les participants aient déjà un petit peu d'expérience en la matière, ou tout du moins sur un des 3 blocs, soit sur l'aspect technique, soit sur l'aspect social, soit sur l'aspect économique, voilà, pour pouvoir plus facilement monter en compétence sur les 2 autres thématiques. Voilà, elle est faite, comme je l'ai dit, pour des publics qui peuvent être soit en reconversion professionnelle, soit déjà en emploi, voilà, et qui veulent monter en compétences sur notamment des personnes qui font déjà de l'accompagnement type MAR et qui voudraient faire du MAR+, vraiment pour aller adresser un public en grande difficulté. Alors, pour moi, elle est totalement adaptée à ce type de public, mais pas que. Concernant le coût de la formation, eh bien, ça, c'est une chance. C'est qu'aujourd'hui, Stop Exclusion Énergétique permet de rendre cette formation gratuite pour chacun et chacune. Jusqu'à quand, on ne sait pas, mais pour l'instant, ils mobilisent des financements qui permettent de la rendre gratuite. Donc, profitez-en tant qu'elle est encore gratuite. Voilà. Donc, concernant la durée, j'en ai déjà évoqué, 4 semaines et un total de 105 heures. On essaye de ne pas dépasser 15 personnes pour faire un groupe dynamique et permettre les échanges entre les participants parce que, comme nous en a évoqué Jérémy, on a quand même affaire, la plupart des participants sont des professionnels qui ont déjà de l'expérience et donc du coup, il y a une grosse partie aussi des apprentissages qui vient des échanges entre les participants. Et enfin, au niveau de la validation, chaque module est soumis à une petite évaluation de fin de module et une fois que vous avez validé l'ensemble de ces modules, vous recevez une attestation de compétences qui vous sera délivrée. Voilà pour ma partie. Merci Mathieu, merci Jérémy, merci Corentin. Ah oui, il reste encore cette partie-là, Mathieu. Pardon, j'avais coupé mon micro. Donc, prochaine session sera organisée en région parisienne. Formation qui se déroule à partir du 13 octobre jusqu'au 8 janvier 2026. Voilà, donc je dirais, je profite de cette diapo pour évoquer aussi le fait que nous avons un parcours qui est actuellement en cours sur le territoire de l'Occitanie. Ce parcours a été vraiment mis en place en partenariat avec des acteurs du territoire. Je ne sais pas si autour de
l'écran, nous avons des acteurs qui seraient intéressés pour ouvrir un parcours sur leur territoire, mais sachez que c'est une autre manière de proposer cette formation, un petit peu sur mesure. Donc là, les acteurs du territoire ont réuni un nombre de participants, on est à plus de 15, et donc du coup, ce qui nous a permis d'ouvrir une formation spécifique. Donc voilà, soit vous inscrivez dans un parcours qui est déjà fléché comme celui de Paris, là, qui arrive dans un mois et demi, soit on peut éventuellement étudier un parcours de formation à la carte sur un territoire à partir du moment où on a un minimum de 15 participants pour ce parcours. Je peux répondre un peu aux questions si tu le souhaites, Sophie, qui sont le chat avant d'ouvrir d'autres questions. Alors, le métier d'accompagnateur solidaire, ensemblier solidaire, est représentatif de différents blocs de compétences dont on vient vous évoquer l'aspect social, technique, administratif, financier. Ces blocs de compétences permettent le développement de compétences du coup des individus différents, mares, artisans, travailleurs sociaux sur différents domaines. Évidemment, les compétences développées auprès de chacun sont valables dans tous les écosystèmes en France, à l'étranger. Enfin, il n'y a pas de territorialisation des compétences développées pour chaque individu. L'accompagnateur ensemblier solidaire est une formation qui permet de faire valoir différentes compétences, surtout sur la dimension sociale aussi, auprès de pouvoirs publics, auprès d'autres organisations, mais n'est pas gage de validation et de référencement de l'ANA. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on commence avec Dorémy à avoir une crédibilité auprès de l'Agence nationale de l'habitat, mais c'est aujourd'hui quelque chose qui se construit petit à petit et l'ANA fait le choix aussi d'habiliter les uns et les autres en fonction des territoires, en fonction des besoins, en fonction des demandes. Sur la question de quel est le volume de dossier traite un ensemblier solidaire en moyenne, c'est très variable et aujourd'hui, ça dépend énormément des activités des mares et d'autres acteurs sur les territoires. Et en plus, ça dépend du contexte national qui évolue très rapidement. Donc, ça serait biaisé de vous partager un chiffre. En tout cas, l'enjeu, c'est de pouvoir développer des compétences sur différents sujets. Je ne vais pas y revenir sur les différents domaines, afin d'avoir une mission polyvalente auprès de ménages les plus fragiles, les plus précaires. Est-ce qu'il y a du temps de travail à réaliser hors du temps de formation? Alors, vous avez vu, il y a quand même un volume de 105 heures qui est assez important, mais qui permet de traiter l'ensemble de ces domaines. Néanmoins, il n'y a pas forcément de travail à côté, si ce n'est de l'animation de collectif. On se challenge sur différentes questions, on se challenge sur différents sujets, surtout que chacun apporte sa pierre à l'édifice. Souvent, il y a des travailleurs sociaux qui vont pouvoir apporter des compétences aux techos de l'habitat. Ceux qui ont plus le volet technique vont apporter des compétences auprès d'autres acteurs. Donc l'idée, c'est de s'enrichir les uns les autres. Il y a même eu Jérémy qui partageait l'idée d'une communauté WhatsApp pendant la formation, mais au-delà de ces aspects d'animation de communauté, non, il n'y a pas forcément cette dimension-là, en tout cas de travail hors du temps de formation. Sur la dimension d'aménager des jours, une semaine en visio, etc., d'aménagement de la formation. Il y a la possibilité déjà d'avoir ce qu'on appelle chez nous le positionnement qui sera ouvert dès septembre. C'est-à-dire que l'enjeu, c'est de se dire j'ai un certain nombre de compétences sur lesquelles j'ai certaines certitudes sur, par exemple, le volet technique. Et je souhaite valider
ces compétences-là par un entretien. Donc, c'est un entretien avec nos équipes. Et ce qui me permet d'alléger un petit peu la formation et du coup de valider le module 5, 6, je dis ces modules-là un peu au hasard, mais et d'alléger la formation. Ça, c'est possible et donc ça passe par un entretien préalable avec nos équipes. Donc, vous nous formalisez la demande via mail et du coup, ça permet d'alléger le volume de 105 heures à un volume moindre si il y a validation d'acquis d'expérience, évidemment, en amont sur l'entretien. Pour les aménagements en visio, c'est quelque chose qu'on ne fait pas pour la simple et bonne raison, c'est que c'est compliqué d'animer des formations sur un versant hybride, à la fois avec des personnes en visio, à la fois avec des personnes en présentiel. Nos formations sont beaucoup sur une approche éducation populaire, c'est-à-dire avec du ludique, des jeux, des ateliers qui permettent de créer des émulations et évidemment en visio, c'est un peu complexe. Je comprends que venir sur Paris, c'est pas toujours évident. Évidemment, là, on présentait un coût de gratuité de la formation, mais le volet évidemment de l'hôtel n'est pas pris en charge, etc., etc. Donc, je comprends la complexité, mais ça, c'est pour faire en sorte que, bah, du coup, il y a une animation collective dans la formation qui puisse porter à tous et éviter d'avoir des disparités avec un mode hybride qui serait pas opportun. Néanmoins, je tiens comme je le fais habituellement, à ouvrir et à lancer des perches. Si dans vos écosystèmes, vous avez connaissance de collectifs, de mares, de travailleurs sociaux, d'artisans qui seraient partants pour se former sur cette formation ensemblier solidaire, accompagnateur ensemblier solidaire 105 heures, il nous reste du financement et c'est tout à fait possible de délocaliser des formations sur d'autres territoires. On l'a fait sur Occitanie, on l'a fait sur d'autres territoires en France, à Rennes, on l'a fait à Bordeaux, on l'a fait à d'autres territoires. Mais ça, on le fait à votre demande et sous condition d'un collectif d'un minimum de 10 participants qui permettrait en fait de rendre viable la formation. Dernière question, quels sont les critères de sélection des participants? Il n'y a pas de critères de sélection de participants, si ce n'est le critère le prérequis que vous a porté Jérémy et que vous a porté Mathieu, qui est de dire c'est bien quand même d'avoir un minimum de compétences, soit sur le champ du social, soit dans le champ du technique, soit dans le champ administratif et financier, parce que l'enjeu, c'est pouvoir rentrer en complémentarité avec d'autres acteurs, d'autres professionnels et de valider un ensemble de compétences 360. Si vous n'êtes complètement à côté du champ qu'on vous propose, ça peut être discuté avec nos équipes. Évidemment, on ne ferme pas la porte à tout acteur qui voudrait s'engager sur ces questions de la rénovation de l'habitat pour les plus fragiles, mais ça risque d'être un peu plus complexe. En tout cas, on le fait au cas par cas. Et il y avait une dernière question aussi sur la possibilité d'avoir une formation prévue en 2026, début 2026. Alors, oui, tout à fait. Là, aujourd'hui, on a réalisé des formations accompagnateurs ensembliers solidaires sur 2024, sur 2025. On souhaite continuer, en tout cas, notre financement continue sur 2026. On n'a pas encore établi la programmation avec Doremi, qui du coup, ça va être les éléments de dialogue et les éléments de discussion qu'on va avoir là sur la fin d'année. Il y aura d'autres sessions sur le sujet. Moi, je vous invite par contre si vous avez une opportunité de pouvoir vous y inscrire, ne pas trop tarder parce que il y a beaucoup de personnes qui sont en demande de cette formation. Elle est financée, elle est gratuite, donc c'est quand même une chance. Et si vous avez l'occasion, l'opportunité de pouvoir vous y inscrire, de ne pas trop tarder ou de ne pas projeter ou reporter sur 2026.
quels sont les débouchés, quels assos, quelles entreprises embauchent sur ce type de poste? Et ben justement, l'enjeu, c'est de pouvoir porter ce nouveau métier parce que aujourd'hui, l'écosystème du social ne parle pas forcément à l'écosystème du technique, l'écosystème du technique ne parle pas forcément à l'écosystème du social et je ne parle pas du champ bancaire, etc. Donc, c'est un nouveau métier. Il y a des débouchés qui sont présents sur des opérateurs de l'habitat. Jérémy le disait, on a certains acteurs qui ont participé à la formation, qui derrière ont trouvé du travail sur des espaces France Rénov ou d'autres organisations publiques, privées, etc. L'enjeu, c'est de pouvoir rendre attractif ce métier dans le marché du travail. Donc oui, nous, on croit fort au fait qu'il y ait des débouchés d'avenir. Pour, Sur le... ouais. Oui, Jérémy, je te laisse Je dis compléter. juste, ouais, pour rebondir sur ce que tu disais, Corentin, justement, nous, sur notre promotion là, de janvier, bah, tu l'évoquais, hein, donc Nicolas qui était en reconversion professionnelle, bah, suite à la formation, il a pu décrocher un poste de conseiller France Rénov, par exemple. Ça peut aussi rejoindre un petit peu ce qui avait été demandé aussi sur est-ce qu'il y a du travail à fournir en dehors des modules. A priori non. Maintenant, en fonction de vos compétences de base, il peut y avoir, oui, du travail pour approfondir certaines thématiques. Et justement, Nicolas, lui, qui partait de très très loin, il a dû pas mal réaliser je dirais, de travail hors séance hein, pour se remettre à jour et ce qui a permis voilà, à la fin de décrocher un emploi en tant que conseiller France Rénov. Mais voilà, tu l'as évoqué, hein, il y a pas mal de structures justement qui sont friands de ce type de profil-là, parce que là, vraiment, nous, on balaye un petit peu toutes les compétences et ça ouvre pas mal d'horizons. Et juste une petite pratique retour terrain sur le volume de dossiers, donc je ne vais pas non plus donner de chiffres, mais pour vous donner un peu un ordre de grandeur, forcément, le type de public visé va être beaucoup plus chronophage à accompagner. Et si on veut donner un ordre de grandeur versus un accompagnement classique MAR, rénovation énergétique, ça va prendre 3 à 4 fois plus de temps. Voilà, ça peut vous donner un ordre de grandeur hein, sur un volume MAR versus un volume ensemblier solidaire, il faut 3-4 fois plus de temps. Donc après, ça va dépendre forcément, je dirais, des opportunités de marché. Aussi, comment aussi vous allez chercher, parce que ces publics-là, en général, ne vont pas venir vers vous, mais c'est d'aller vers ce type de public-là. Donc, c'est aussi tout l'écosystème qui est intéressant de bien comprendre pour voilà, pouvoir, je dirais, trouver ce type de public-là et aider ce type de public sans stigmatiser. Je vois qu'il y a 3 questions. Du coup, j'essaie d'y répondre en 1 minute parce qu'on vous a promis de vous laisser à 13 heures. Le mode de financement avec le programme de cette formation, je vous laisserai aller voir. Du coup, c'est un financement privé par le certificat d'économie d'énergie dont Stop Exclusion énergétique association est porteuse et mandataire dessus. À qui s'adresse-t-on pour l'inscription et le test de positionnement? Il y a déjà un petit widget là qui vous est proposé pour prendre rendez-vous directement avec les équipes de Doremi. On est en train de vous afficher aussi les adresses mail sur lesquelles vous pourrez prendre contact et vous aurez un mail à la suite de ce webinaire qui récapitulera l'ensemble des informations. Les journées de formation vous seront aussi données, c'est-à-dire qu'elles débutent en octobre, mais les programmes sont déjà établis, sont déjà balisés, ce qui permet de vous organiser et avec votre vie pro, perso et de faire en sorte de pouvoir participer à l'ensemble de cette formation. N'étant pas du métier, qu'est-ce qu'un MAR? Du coup, c'est un accompagnateur rénovation de l'habitat. Et du coup, je vous invite à regarder très facilement sur Google ou sur ChatGPT pour vous rentrer, enfin l'IA de manière générale, pour regarder un petit peu ce qu'est ce métier et avec nous la dimension sociale à ajouter à cette dimension métier auquel on croit beaucoup. Voilà, en tout cas, c'était un plaisir de partager un ensemble d'informations sur cette formation 105 heures qui débute en octobre. On aura plaisir à continuer à échanger avec vous de manière individuelle par rapport à votre profil et à vos besoins sur les territoires. En tout cas, on vous souhaite un bon appétit et à très bientôt. Je te laisse la main, Sophie.
Merci à tous, tu as très bien clôturé. On vous invite à cliquer sur le lien, de la bannière qui s'affiche, tout en haut. Je prends rendez-vous si vous souhaitez échanger plus longuement, sur, votre profil ou si vous avez d'autres questions, auxquelles on n'a pas encore répondu. Vous allez atterrir sur notre site internet et retrouver un formulaire d'inscription. Vous pouvez, simplement, compléter ce formulaire et puis, nos équipes se rapprocheront de vous pour fixer un rendez-vous. On vous remercie pour votre attention, votre participation et on vous souhaite à tous une très belle fin de journée, un très bon week-end. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Tu as réussi à fermer, Sophie? Oui. Pardon, j'avais pas mon micro ouvert. C'est tout bon, les participants ont quitté le webinaire. On avait combien de personnes du coup? Du coup, on avait 20 personnes à la fin. Ça oscillait entre 18 et 20, si je vous enlève vous, vous étiez compté en participant et non en animateur, donc ça fait 20 au total. Une petite moitié, on était à 49 inscrits. Mais j'ai 2 personnes que Noël avait contactées qui n'ont pas pu se connecter et qui sont intéressées par le replay. Au total, 22 personnes intéressées. Tu en as qui décrochent au fur et à mesure ou en Corentin, général? j'ai pas ton micro. Ouais. Tu as coupé le replay aussi, excuse-moi. Ah non.